parachutistes allemands sautent sur la Hollande, à l'avant-garde de 3 millions d'envahisseurs. La Wehrmacht entre en Belgique. C'est le piège d'Hitler. Il fait croire que les Allemands recommencent leur attaque de 1914 à travers la Belgique neutre. Le commandant en chef allié, le général français Gamelin, est très serein. Il a tout prévu. Il a soigneusement poli son plan pendant la drôle de guerre. Gamelin envoie donc en Belgique ses meilleures divisions motorisées, le fer de lance de l'armée française, avec tout le corps expéditionnaire britannique. Ces soldats sont de vrais combattants, déterminés. Ils vont enrayer l'avance allemande en Belgique. Et pourtant Hitler, dans son quartier général, est au comble de l'exaltation. Son piège a fonctionné. Il dit « J'en pleurerai de joie ». Il donne comme consigne au maréchal Göring, le maître de l'aviation, de ne pas bombarder les colonnes françaises, de les laisser s'engager profondément en territoire belge. Et il les attaque à revers. Sa véritable offensive, c'est à travers les Ardennes. L'état-major français avait décrété « Ce massif forestier accidenté ne peut en aucun cas permettre à des chars de passer ». Rien ne les arrête, sauf leur propre embouteillage. « 1 850 000 soldats sont faits prisonniers, avec 36 000 officiers et 176 généraux. Parmi les prisonniers, beaucoup de soldats africains des troupes coloniales françaises. Des cinéastes amateurs dans l'armée allemande les filment avec une complaisance malsaine. Affamés, ils égorgent une chèvre. Les actualités officielles allemandes, elles, insistent sur les visages en gros plan. La consigne est de montrer la dégénérescence des Français, obligés de faire la guerre avec leurs esclaves, des colonies. D'ailleurs, le commentaire allemand d'origine est significatif. Vor wenigen Tagen noch erklärte Chamberlain einem Amerikaner gegenüber, dass England und seine Verbündeten sich als Treuhänder der Zivilisation im Kampfe gegen mittelalterliche Barbarei fühlten. Das sind also die Treuhänder der Kultur. 3000 soldats et officiers de l'armée française d'origine africaine sont fusillés après leur capture. Le racisme imprègne les soldats allemands après 7 années d'endoctrinement nazi. Le sort de la France se joue maintenant en 3 journées décisives. Le 16 juin 1940, le Conseil des ministres à Bordeaux met Reynaud en difficulté et il démissionne. Pour lui succéder, le président de la République désigne alors Philippe Pétain comme chef du gouvernement. Place de la Bastille, ceux qui sont restés écoutent le maréchal. Pétain, le vainqueur de Verdun, il annonce qu'il demande l'armistice. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat,
parce que la situation militaire l'imposait. La radio allemande traduit ce discours de la défaite de la France. Der Führer wird den königlich-italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini zu einer Aussprache treffen, in der die Haltung der beiden Staaten überprüft. Des Français captent la BBC, la radio anglaise. Le général de Gaulle est arrivé à Londres. Le 18 juin, il s'élève contre l'armistice. Quelques jours après, il enregistre un nouveau discours. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Il se fait plus solennel pour entrer dans Strasbourg et sa cathédrale. L'Alsace et la Lorraine sont de nouveau allemandes, comme il l'avait promis dans Mein Kampf. Le butin de la campagne de France, 2000 chars, 5000 canons, 300 000 fusils, 4 millions de munitions. La Wehrmacht découvre dans un magasin de l'intendance à Paris le stock de caleçons de l'armée française. Des vêtements de laine, bien chauds, pour les campagnes futures. Le butin, c'est la France, ses usines, ses ports, ses richesses. Les Français ont déclaré la guerre. Ils payeront chaque jour une indemnité équivalente à 100 millions d'euros. Le général Unsiger se rend en Allemagne pour la première réunion de la commission chargée d'appliquer les clauses de l'armistice. Hitler, pour économiser ses troupes, préfère laisser une partie de la souveraineté à un gouvernement français à sa botte, avec une armée réduite, sans armement lourd, juste pour maintenir l'ordre. La France est donc coupée en deux. Une zone occupée au nord et le long de la façade maritime, pour disposer des ports. La Méditerranée est contrôlée par l'Italie, qui a une bande d'occupation le long des Alpes. Le reste est une zone dite libre, avec une nouvelle capitale, Vichy. Cette ville thermale a été choisie parce qu'elle dispose de nombreux hôtels où s'installent dès le début juillet le maréchal Pétain et les ministères, dans une atmosphère pathétique. Le 22 juin 1940, Hitler arrive à Compiègne, près de Paris. Il a ordonné une mise en scène implacable pour humilier les vaincus. Il a choisi le wagon dans lequel fut signé l'armistice du 11 novembre 1918 qui consacrait la défaite de l'Allemagne. La revanche est totale. La délégation française est conduite par le général Unsiger. Un interprète lit d'abord une diatribe accusant la France d'avoir déclaré la guerre sans raison. Hitler ne dit pas un mot. Il se lève et s'en va.
Pendant ce temps, les Français prennent connaissance des clauses de l'armistice, dont l'une est inacceptable, la livraison des Allemands anti-nazis réfugiés en France. UNSIG tente de négocier. Refusé. UNSIG appelle Weygand au gouvernement à Bordeaux. Les services secrets allemands enregistrent la conversation. Oui, mon général, c'est UNSIG. Mais mon général, c'est fait. Oui, mon général. C'est fait. Je vous remercie encore de la façon dont vous l'avez fait. Mon général, oui, enfin, vous me comprenez, vous? Oui, je vous comprends.